Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et que vous passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année. Et oui, déjà, le temps passe vite, hein. Je vais être honnête, pour cette dernière vidéo, je voulais trouver quelque chose en rapport avec Noël. J'ai passé beaucoup de temps là-dessus pour essayer de trouver que ce soit un Père Noël tueur ou une tuerie ayant eu lieu durant Noël. Mais j'en ai trouvé aucune qui m'a vraiment intéressée au point d'entamer des recherches. Et vous me connaissez depuis le temps, je pense, vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui va faire un sujet juste pour dire de faire le sujet si ça ne me passionne pas, parce que dans tous les cas ça se ressentirait dans la vidéo. Donc j'ai abandonné l'idée de trouver une affaire spéciale Noël et à la place je me suis dit pourquoi pas allonger le plaisir et se faire une spéciale Halloween à nouveau. Pourquoi pas? Qui a dit que c'était obligatoirement Noël, hein? Donc je vous ai concocté une histoire bien glauque, bien morbide et bien malsaine qui aurait fité parfaitement dans nos spéciales Halloween. Donc l'histoire du jour, je vais vous le dire tout de suite, a l'air sortie tout droit d'un film. Et quand je dis d'un film, je parle ni d'une comédie, ni d'un film d'amour. Quoique, ça se rapproche finalement plutôt pas mal du film d'amour, vous verrez. Avant qu'on rentre dans le sujet plus en détail, je tiens à vous remercier parce qu'aujourd'hui ça fait exactement 1 an que j'ai publié ma première vidéo. C'est absolument incroyable, donc merci à tous. Je prendrai quelques minutes à la fin de la vidéo pour en discuter un petit peu plus avec vous. Pour tous les petits cœurs sensibles se trouvant devant leur écran actuellement, croyez-moi, vous ferez mieux de vous abstenir sur celle-là. Mais par contre, si vous avez l'estomac bien accroché, installez-vous confortablement car on va commencer. Pour notre histoire du jour, on s'envole immédiatement en direction de l'Allemagne pour y faire la rencontre de George Karl Tenzler. C'est un peu compliqué de savoir quel était son nom exact, car sur certains de ses documents, il n'était pas inscrit George Karl Tenzler, mais était écrit Karl Tenzler von Kossel. Et parfois il écrivait Karl avec un C, d'autres fois avec un K. Bref, on l'appellera tout simplement Karl Tenzler dans cette vidéo car c'est le nom qu'il utilisait le plus souvent. Et sachez que quand je dis Karl, il s'agira de Karl avec un C. Ça ne fait aucune différence à l'oral, mais sachez-le quand même. Donc Karl, notre très cher Karl, voit le jour le 8 février 1877 dans la ville allemande de Dresden. Il aura une enfance plus ou moins ordinaire, il ne lui arrivera rien de particulier au point que ça nécessite d'être mentionné dans cette vidéo, du moins jusqu'à ce qu'il atteigne la vingtaine lorsqu'il ira immigrer en Australie. Sur place, il commencera à travailler en tant qu'ingénieur. Il aura même plusieurs propriétés sur place, telles qu'une maison, un bateau, un atelier et j'en passe. Il comptait bien faire sa vie sur place car il était tombé amoureux de l'Australie et il s'y plaisait énormément. Mais cela était sans compter le début de la Première Guerre mondiale qui éclatera alors que ce dernier se trouvait toujours là-bas et était âgé de 37 ans. Il fut placé par des soldats anglais dans un camp de concentration pour Allemands, utilisé à l'époque pour mettre de côté les civils des nations ennemies. À la fin de la guerre, il fut relâché et forcé de rentrer en Allemagne car il n'avait plus l'autorisation de rester sur le territoire australien. Karl s'empressa alors de rentrer chez lui et de rendre visite à sa mère pour s'assurer qu'elle avait bien survécu à la guerre et que tout allait bien pour elle. Par chance, elle était en pleine forme. Très peu de temps après, sur son lieu de travail, il fit la rencontre d'une jeune femme nommée Doris Schaefer et les deux tomberont extrêmement amoureux et finiront par se marier en 1920. Ils auront suite à cela 2 enfants, 2 petites filles qu'ils appelleront Aïcha et Clarista. Malheureusement, la petite Clarista perdra la vie à l'âge de 10 ans seulement des suites d'une diphtérie qui se trouve être une infection bactérienne. Karl n'aura jamais la chance de dire adieu à sa fille, car il abandonnera sa famille en 1926, soit 8 ans plus tôt, alors que Clarista n'était âgée que de 2 ans. Peu de temps avant qu'il n'abandonne sa famille, Doris confesse qu'il avait énormément changé et que son comportement n'était plus du tout le même que ce qu'il était à l'époque où elle l'avait connu. Il ne cessait de parler de rêves très étranges qu'il faisait, dont un très récurrent qui revenait sans arrêt, où il voyait l'une de ses ancêtres lui présenter la photo d'une jeune femme aux longs cheveux noirs et lui annoncer que cette jeune femme serait l'amour de sa vie. Karl en était persuadé, il s'agissait là d'un rêve prémonitoire et il ne cessait de penser à cette jeune femme. Il n'avait qu'une idée en tête, la trouver.
Et pour ce faire, il n'avait d'autre choix que de partir et recommencer une nouvelle vie, car c'est certain que ce n'est pas auprès de sa femme et de ses 2 enfants dans sa petite routine qu'il allait la rencontrer. La sœur de Carl avait immigré en Floride plusieurs années auparavant. Il se dit donc que les États-Unis pourraient être parfaits pour démarrer sa nouvelle vie et qu'il allait donc lui rendre visite et s'installer en Floride lui aussi. Carl a à ce moment-là 49 ans. Il se met donc en route direction la Floride et sur place se trouvera un job en tant que technicien de radiologie au sein d'un hôpital dédié aux Marines de l'armée américaine qui se trouvait dans les Keys en Floride. Il y travaillera plusieurs années et commencera même à avoir sa petite routine sur place. Du moins jusqu'en 1930 lorsque tout bascule alors qu'il fait la rencontre d'une des patientes de l'hôpital. La jeune femme est d'origine cubaine et âgée de 21 ans. Elle se prénomme Maria Elena Helen Milagro de Hoyos. On va l'appeler Elena tout simplement. Les parents d'Elena étaient tous deux fabricants de cigares et elle avait 2 sœurs. En 1926, alors que Carl quittait sa femme pour venir s'installer en Floride, Elena, elle, se mariait à un homme du nom de Luis Meza. Le couple semblait très heureux et attendra bientôt son premier enfant, mais malheureusement, Elena fit une fausse couche et perdra le bébé. Son mari Luis eut énormément de mal à accepter cette nouvelle et décidera de la quitter suite à cela. Il s'enfuit alors à Miami et la laissera seule dans les Keys, complètement effondrée de la perte de son enfant mais aussi de son époux. Et c'est donc en 1930 qu'Elena passe la porte de l'hôpital où travaille Carl, accompagnée par sa mère. Elle semble très souffrante et extrêmement faible, et sa mère déclare que son état ne cesse d'empirer de jour en jour. Carl a à peine le temps de poser les yeux sur Elena que tout de suite il sait. Il sait que c'est elle, la jeune fille aux cheveux noirs de ses visions se trouve juste là sous ses yeux, c'est son âme sœur et il va passer le reste de sa vie avec elle, il n'a aucun doute là-dessus. Tout de suite, il se déclare comme étant la personne responsable d'Elena, en plus des médecins, je le précise parce qu'il n'est aucunement médecin, il n'est que technicien, on s'entend, et il affirme qu'il prendra le plus grand soin d'elle, qu'il découvrira très rapidement de quoi elle souffre, la guérira et qu'elle pourra sortir vivante et en pleine santé de l'hôpital très rapidement. Des examens sont alors réalisés sur Elena et il sera vite découvert qu'elle souffrait de tuberculose, ce virus pulmonaire ayant fait des ravages à travers le monde à l'époque et notamment aux États-Unis. À l'époque, il n'existait malheureusement ni vaccin ni traitement pour ce virus, donc autant vous dire que environ 8 personnes sur 10 qui l'attrapaient perdaient malheureusement la vie des suites de cette maladie. À ce moment-là, justement, 2 personnes de la famille d'Elena, qui se trouvaient être ses beaux-frères, venaient de perdre la vie après avoir été contaminées par ce virus. Mais malgré ce diagnostic plutôt effrayant, Carl n'était pas prêt à baisser les bras, bien au contraire. Il comptait bien mettre tous les moyens en place pour sauver la vie de la femme de ses rêves. Il mit alors la main sur les équipements médicaux les plus puissants et fit même installer une machine à rayons X au domicile d'Elena où elle recevait ses soins médicaux tous les jours. Carl s'occupait d'Elena nuit et jour et restait sans arrêt à son chevet. Il la lavait, il lui apportait ses repas et la couvrait de cadeaux. Que ce soit des vêtements, des bijoux ou des accessoires en tout genre, il n'y avait pas une journée où elle ne recevait pas quelque chose de la part de Carl. Il lui avoua d'ailleurs, après seulement quelques jours, qu'elle était la femme de ses rêves, littéralement d'ailleurs, et qu'il avait vu son visage dans ses rêves à plusieurs reprises. Pour lui, il n'y avait aucun doute, c'était sa destinée de la rencontrer et de l'épouser. Cependant, personne ne sut jamais ce qu'Elena répondit à cela, ni même si elle partageait ses sentiments. Cette situation dura pendant plus d'1 année et c'est malheureusement en octobre 1931 qu'Elena succombera des suites de sa tuberculose au domicile de ses parents. Toute sa famille était absolument dévastée de cette perte, mais vous l'imaginez bien, celui qui semblait souffrir le plus se trouvait être Carl. Il insista d'ailleurs auprès de la famille de cette dernière pour financer ses funérailles et lui faire construire un mausolée au milieu du cimetière de Key West, non loin de là où il vivait. De cette manière, il pourrait lui rendre visite absolument tous les jours. Les mois passèrent et Carl était toujours inconsolable de cette perte. Il ne pouvait pas s'imaginer qu'il venait de perdre son âme sœur et ce, avant même de pouvoir construire quoi que ce soit avec elle. Toutes les nuits, il se rendait au cimetière et passait des heures entières à se morfondre sur le mausolée d'Elena, et ce, jusqu'à une certaine nuit d'avril 1933. Cette nuit-là, il se faufila dans le cimetière, comme chaque nuit d'ailleurs, mais cette fois-ci, il avait apporté avec lui une brouette, car il avait une idée bien précise derrière la tête. Il commença alors à creuser la tombe d'Elena et en sortit le corps qu'il plaça dans la brouette avant de l'emmener jusqu'à chez lui.
Il entreprit ensuite de reconstruire complètement le corps d'Elena. Il commença par attacher tous les os ensemble à l'aide de cordes de piano. Car on s'entend, après presque 2 ans, il ne restait pas grand-chose de son corps qui avait complètement décomposé, si ce n'est les os. Carl entreprit donc de reconstruire au complet la peau de sa bien-aimée. Il utilisa du tissu qu'il trempait ensuite dans de la cire et dans du plâtre. Il venait ensuite placer le tout sur le corps d'Elena et laisser la mixture sécher durant plusieurs jours. Dans ses orbites vides, il plaça des yeux de verre et pour ce qui est de ses cheveux, il confectionna lui-même une perruque à l'aide des cheveux de cette dernière qu'il avait précédemment récupérés de la mère d'Elena elle-même. Je ne sais pas dans quelles circonstances ceci est arrivé, mais je trouve ça vraiment étrange que la mère d'Elena fasse don des cheveux de sa fille qui venait de décéder à Carl. Vraiment étrange. Il remplit l'intérieur du corps d'Elena de chiffon pour lui donner une forme plus humaine et l'habilla ensuite d'une robe, de gants et de bijoux. Il aspergeait régulièrement le corps de parfum, tu m'étonnes, ça devait pas sentir très bon là-dedans, et utilisait chaque jour des produits chimiques de toutes sortes pour essayer de conserver le corps aussi bien que possible et surtout pour limiter la décomposition et les odeurs. Il avait installé le corps d'Elena dans son propre lit et dormait chaque nuit à ses côtés. D'ailleurs, il ne faisait pas que dormir avec le corps, si vous voyez ce que je veux dire. Il aimait aussi la placer autour de la table pour partager des dîners en sa compagnie, ou encore danser avec elle à travers la maison avec une petite musique romantique en fond. Cette petite routine entre Carl et le corps en décomposition d'Elena dura durant plusieurs mois, et très rapidement, ces mois devinrent des années. Le jour où Carl s'enfuit du cimetière avec le corps, il laissa derrière lui le mausolée grand ouvert ainsi qu'un trou vide là où Elena aurait dû se trouver. La famille de cette dernière était absolument dévastée à l'idée que le corps de leur fille puisse être profané et ne comprenait pas d'ailleurs comment quelqu'un était capable de faire cela. Durant 7 longues années, ils essayèrent désespérément avec l'aide de la police de récolter tous les indices possibles pour découvrir qui avait fait cela et ce qui était arrivé au corps d'Elena. Petite parenthèse, mais je trouve ça vraiment étrange qu'à aucun moment il n'ait soupçonné Carl. Ce dernier venait tout juste d'apparaître dans leur vie et se montrait complètement obsédé par Elena, au point même de réclamer à recevoir ses cheveux après sa mort. On en parle d'à quel point ceci est louche et vraiment malsain. Mais bon, malgré cela, il n'a jamais été soupçonné. En tout cas, pas jusqu'en 1940. La sœur d'Elena, toujours aussi dévouée à retrouver la trace du coupable, commença à avoir certains doutes concernant Carl Tanzler. Elle se rendit alors à son domicile pour le questionner et avant même de frapper à la porte, jeta un coup d'œil par la fenêtre. C'est à ce moment-là qu'elle le vit, debout dans son salon, en train de danser avec un corps humain embaumé qui ressemblait étrangement à sa sœur. Les officiers arrivèrent donc sur place et furent complètement choqués à la vue du corps d'Elena et de l'odeur qui se dégageait de la propriété. Carl fut immédiatement arrêté et analysé par des spécialistes de la santé mentale. Et à la grande surprise de tous, il fut déclaré comme étant complètement sain d'esprit et 100% conscient des actes qu'il avait commis. Il affirma qu'Elena était probablement bien plus heureuse chez lui, à ses côtés, à se faire dorloter et choyer par ses soins, plutôt que 6 pieds sous terre à se faire dévorer par des insectes. D'après lui, c'était ce qu'elle avait toujours voulu, et elle méritait absolument ce traitement. Carl fut entendu par la justice américaine le 9 octobre 1940, avec pour charge contre lui destruction d'une tombe et kidnapping d'un corps sans autorisation. Et figurez-vous que suite à cette audience, il fut relâché. Oui, vous avez bien entendu, il fut relâché, remis en liberté. Pour vous expliquer un petit peu, le délai de prescription est un principe général de droit qui désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice civile ou pénale n'est plus recevable. Mais on s'entend qu'il ne s'agissait là que de quelques mois après les faits. Alors à savoir si à l'époque peut-être les délais étaient beaucoup plus courts, mais en tout cas heureusement que c'est plus comme ça aujourd'hui parce que sinon on aurait la masse de criminels qui courraient les rues. Durant l'audience, Carl se montrait tout à fait tranquille et posé, presque comme s'il se demandait ce qu'il faisait là. Il insista sur le fait qu'il avait fait une faveur à Elena, car lorsqu'il se posait sur sa tombe à l'époque, il ne cessait d'entendre son fantôme le supplier de l'emmener avec lui et de ne pas la laisser là sous terre. L'affaire devint très populaire et fit le tour de tous les médias du monde, tellement même qu'une décision fut prise, celle d'exposer au public le corps d'Elena dans une maison funéraire. Et autant vous dire que ceci attira énormément de monde, car en quelques jours seulement, ce sera plus de 6800 personnes qui se déplacèrent pour venir la voir.
C'est absolument ignoble. Les personnes qui ont décidé de faire ça lui ont enlevé le peu de dignité qui lui restait. Pour la famille, ceci a dû être reçu comme un coup de couteau dans le dos, et je ne veux même pas imaginer la rage dans laquelle il devait se trouver. Suite à une plainte de ces derniers, le corps fut retiré de la maison funéraire et réenterré à un autre endroit tenu secret pour éviter que l'autre cinglé de Carl ne vienne la déterrer de nouveau. Et attendez, vous n'avez pas entendu le pire, croyez-moi. Comme je vous l'ai dit à l'époque, cette histoire a été relayée dans les médias du monde entier et fit énormément parler. Mais les réactions du public face à cette histoire ne furent absolument pas ce que l'on attendrait. Plus de la majorité des personnes étaient attendries par le geste de Carl. Ils voyaient cela comme une déclaration d'amour, un geste extrêmement romantique. Les gars, si mon mari fait ça après ma mort, je vous interdis de le trouver romantique. Vous l'envoyez immédiatement derrière les barreaux, vite fait bien fait, ok ? En 1944, Carl Tanzler ira s'installer dans la ville de Zephyr Hills, en Floride, où sa femme Doris s'était installée. Vous vous souvenez de sa femme qui l'avait abandonné plusieurs années auparavant ? Eh bien, malgré tout ce qui s'était passé, il n'avait jamais entamé de procédure de divorce et était donc toujours marié. Doris d'ailleurs décida de renouer contact avec Carl et de prendre soin de lui après ce qui lui était arrivé. Carl entreprit ensuite d'écrire son autobiographie et travaillera sur un autre projet qui, à mon avis, ne vous étonnera pas beaucoup. Il fut capable de récupérer un masque de plâtre du visage d'Elena qu'il avait fait au cours des 7 années passées à vivre aux côtés de son corps, et entreprit alors de fabriquer une poupée de taille réelle à son effigie, avec laquelle il vivra et partagera son quotidien, et ce jusqu'au 3 juillet 1952, lorsqu'il perdit la vie à l'âge de 75 ans. Il perdit la vie de cause naturelle et son corps fut retrouvé sur le sol, avec sa poupée non loin de lui. Des rumeurs s'élevèrent après sa mort attestant que la poupée retrouvée à ses côtés était en réalité le corps d'Elena. Il aurait été capable de découvrir l'endroit où le corps avait été réenterré et d'échanger le vrai corps avec sa poupée. Ceci n'a jamais été prouvé scientifiquement, mais vu la persévérance du gars, ça ne m'étonnerait pas. Voilà donc pour l'affaire de Carl Tanzler et de Maria Elena Milagro de Hoyos. J'espère avoir pu vous faire découvrir aujourd'hui ce cas très particulier. Partagez-moi en commentaire vos avis et opinions sur cette histoire, j'ai bien hâte de lire tout ça. Je voulais juste prendre quelques petites minutes supplémentaires à la vidéo, comme je vous l'ai dit, car aujourd'hui la chaîne fête ses 1 an, c'est incroyable. J'ai posté ma première vidéo le 27 décembre de l'année dernière. Et quel chemin parcouru depuis. Je reçois sans arrêt des demandes de personnes pour que je fasse une vidéo FAQ et je reçois énormément de questions régulièrement, mais je me vois pas encore pour l'instant faire une vidéo complète où je répondrai à des questions et où je parlerai de moi. Donc je vais juste consacrer quelques petites minutes maintenant pour répondre aux questions qui me sont le plus souvent posées. À commencer par non, je ne suis pas québécoise, je suis bien française mais je vis au Québec, ce pourquoi certainement vous entendez des petites expressions que vous ne reconnaissez pas, c'est vrai que je les ai adoptées très rapidement. Mais oui, je suis bel et bien française et je viens de Lille. On me demande aussi très régulièrement comment m'est venue l'idée de lancer ma chaîne et je me sens toujours un petit peu bête de répondre que c'était une blague de base en fait. Je parlais en fait avec mon mari de Bailey Sarian qui est ma youtubeuse préférée, je m'en cache pas, j'adore ce qu'elle fait, je la trouve fantastique. Donc je parlais d'elle avec mon mari et je lui ai lancé que moi aussi j'allais lancer ma propre chaîne de True Crime. J'étais ni convaincue ni convaincante, mais il m'a pris au sérieux et m'a vraiment défiée de le faire. Et c'est donc comme ça que j'ai fait ma première vidéo, que je me suis lancée un petit peu au hasard, sans être trop sûre de moi. Je m'attendais pas à ce que d'autres personnes, que mes amis ou ma famille le regardent, mais quand j'ai vu effectivement que j'avais beaucoup de retours positifs et que j'avais des personnes qui me contactaient pour me dire j'ai regardé ta vidéo, c'était vraiment cool, tu devrais en faire une autre, c'est là que je me suis dit ok, pourquoi pas. Ça m'avait jamais traversé vraiment l'esprit de me dire que j'allais réellement me lancer puis commencer quelque chose de réel avec cette chaîne. Donc c'est ça, c'était un petit peu dû au hasard, mais grâce aux encouragements que j'ai reçus, ça m'a vraiment motivée à continuer. Donc c'est ça, j'en suis là aujourd'hui et je suis vraiment heureuse. Je prends tellement de plaisir à faire ces vidéos, vous avez même pas idée. Je reçois aussi souvent des messages de personnes qui veulent savoir si en dehors de YouTube j'ai un travail. Et oui, effectivement, j'ai un travail à temps plein qui me prend beaucoup de temps. Je travaille dans le domaine du maquillage et des cosmétiques et c'est quelque chose que j'adore, ça me plaît beaucoup, mais pour jongler avec mes vidéos, c'est un petit peu compliqué parfois, donc c'est aussi la raison pour laquelle je suis moins constante, on va dire, dans mes vidéos. Parce que dans tous les cas, je suis quelqu'un qui va toujours prioriser la qualité avant la quantité. Donc je vais préférer mettre plus de temps avant de produire et sortir une vidéo, plutôt que de produire des choses rapidement et de faire une vidéo par semaine dont je vais pas être forcément fière.
Donc c'est ça, ça me prend un petit peu plus de temps, ça me demande beaucoup de travail, mais je prends tellement de plaisir, comme je l'ai dit précédemment, que pour le moment c'est comme ça que ça se passe, c'est beaucoup de travail, mais à voir, peut-être qu'un jour j'arriverai à vivre de YouTube, qui sait. On me demande aussi régulièrement pourquoi j'ai choisi de faire du true crime, pourquoi du true crime et pas autre chose. Et en réalité, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi. J'ai toujours été complètement fascinée par tout ce qui est étrange, morbide et vraiment glauque. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Je pense que j'ai découvert ça vers l'âge de 10-12 ans, quand j'ai commencé à regarder la série Supernatural. C'est vraiment ça, je pense, qui m'a fait aimer ça. Et j'ai continué en regardant des films d'horreur et à m'intéresser à tout ce qui est occulte, paranormal, tueur en série. Je pense que l'univers du true crime, ça doit faire environ 5 ans à peu près que vraiment j'ai commencé à beaucoup m'y intéresser. Et autant dire que mon intérêt n'a fait qu'évoluer avec les années. Je parle aussi souvent de fascination des tueurs en série, mais quand je dis ça, sachez que je n'idolâtre pas du tout les tueurs en série, bien au contraire, mon Dieu. Mais c'est plus de la fascination pour ce qui se passe dans leur tête, d'essayer de comprendre leur mécanique, d'essayer de comprendre pourquoi ils en sont arrivés là, pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est vraiment ce qui me fascine le plus, et surtout dans les cas les plus étranges, comme celui d'aujourd'hui par exemple, parce que nous, dans notre cerveau d'humain normal, on se dirait jamais « Tiens, je vais aller déterrer ce cadavre, en prendre soin et vivre à ses côtés jusqu'à la fin de mes jours ». C'est quelque chose qui nous traverserait même pas l'esprit, mais lui, il l'a pensé et il s'est dit « Ouais, c'est un bon plan, je vais faire ça, allons-y, c'est parti !» C'est vraiment ce genre de cas hors du commun qui commettent des actes absolument inhumains et impensables auxquels nous, on penserait jamais, mais eux, ça leur semble tout à fait naturel. C'est ça qui me passionne. C'est ça qui fait que j'ai vraiment envie de continuer dans cette voie et d'en apprendre plus, parce que j'aime apprendre sur ce sujet et j'aime ça partager ça avec vous. Et aussi parce que je sais que vous, petits curieux morbides, vous aimez ça. J'en avais vraiment marre de parler de ce sujet lors de dîners avec mes amis ou de réunions de famille et que tout le monde me regarde avec des grands yeux ahuris parce que j'avais l'air d'une extraterrestre et d'une folle à parler de ce genre de sujet. Mais avec vous, je peux me sentir moi-même, enfin. Donc merci pour ça. Puis pour ce qui est de la chaîne, bien sûr, on va continuer sur cette belle lancée et j'espère réellement en 2022 avoir encore plus de temps à vous consacrer pour vous proposer plus de vidéos encore. En attendant, prenez soin de vous et profitez du temps des fêtes, et on se retrouve très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!